Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'abord à Pierre, Cécile et Nancy pour l'organisation de cette journée, nous avoir invités à participer, à échanger un petit peu nos points de vue, à changer nos approches et à tenter de faire de l'interdisciplinarité comme le veut le projet POST. Donc ce sera une communication à deux voix avec mon collègue Tony Ray avec lequel on a travaillé sur le Cambodge. L'objectif, c'est essayer de coller au sujet, c'est-à-dire sortie de crise, sortie de guerre, ou sortie de guerre, sortie de crise, mais aussi de montrer un petit peu notre approche en géographie, et de montrer que quand on s'attache aux risques et aux catastrophes naturelles en géographie, on ne peut pas nier tout le reste du territoire et tout le reste du contexte territorial, sinon on passe à côté de nombreuses choses, évidemment. Avant d'entrer dans le vif du sujet, simplement revenir sur un contexte de définition. Alors, pas toutes les évoquer dans leur intégralité, bien sûr, mais simplement insister sur quelques mots récurrents, que ce soit dans des définitions basiques qu'on va retrouver dans un dictionnaire de langue française ou des définitions qu'on va retrouver d'un point de vue plus disciplinaire. Et quand on parle de crise et de catastrophe, la distinction entre les deux est assez difficile puisque on va avoir les mêmes notions, les mêmes mots qui reviennent, les mêmes idées. Dans la définition de crise, on va retrouver le trouble brutal, la rupture et aussi la vulnérabilité. Vulnérabilité, c'est une approche qu'on développe principalement en géographie des risques naturels, en tout cas au sein de notre UMR. On va retrouver ces mêmes mots de brutalité, de rupture, de transformation avec la définition de la catastrophe. Et on part souvent du principe que la crise ou la catastrophe est le point de départ de ce qui va se passer ensuite sur le territoire. Et j'ai choisi cette définition de Roux Dufort, qui est chercheur en management, qui déplace un petit peu les temporalités de la crise, qui dit que les crises sont fréquemment perçues comme le point de départ d'une dynamique de déstabilisation, alors qu'elles devraient être aussi considérées comme le point d'arrivée d'une longue période de vulnérabilité entretenue par des mécanismes organisationnels précis. Et c'est justement cette approche qu'on essaie de développer en géographie des risques. On va essayer de contextualiser le territoire et de voir quelles étaient ses capacités de réponse, quelle était sa vulnérabilité a priori. On le verra avec des indicateurs qui peuvent être critiquables, mais qui ont le mérite d'exister et de pouvoir au moins faire une comparaison à minima entre les territoires. On a deux éléments sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Dans le dictionnaire Larousse, la catastrophe, c'est un accident jugé grave par la personne qui en subit les conséquences. Et c'est très important de notre point de vue puisque ça inclut une grande part de subjectivité. Et ça va renvoyer un peu à l'approche occidentale qu'on mène dans les pays dits pays en développement ou pays du Sud, et qui peut être inappropriée parfois, mais Tony discutera un peu plus de ça que moi tout à l'heure. L'autre élément qui fait partie de la définition, mais sur lequel on discute aussi, c'est qui se matérialise par des dommages d'intensité élevée. Eh bien, une catastrophe, c'est des dommages d'intensité élevée, mais pas toujours. Il peut y avoir des petits événements, des petites catastrophes, qui vont aussi déstabiliser, qui vont aussi aggraver une situation latente et dont on va tenir compte en géographie des risques naturels. On a essayé un petit peu de définir à minima, au moins pour cette présentation, ce qu'on entend nous quand on parle de catastrophe, mais pour cette présentation, la catastrophe, ce sera plutôt l'événement ponctuel, brutal. Donc ici, il s'agit de catastrophes naturelles, mais comme le disait Pierre tout à l'heure, c'est pas si naturel. En tout cas, l'origine de l'événement est naturelle, mais il y a bien une part de responsabilité humaine dans les conséquences de la catastrophe naturelle. Et puis la crise, on l'a plutôt définie comme étant l'état du territoire et des sociétés. Donc ça inclut une dimension ponctuelle, brutale, puisqu'il va y avoir souvent un moment qu'on va distinguer comme étant le point de départ ou le point de basculement, mais aussi un état du territoire et des sociétés latent, durable, ce qui renvoie à la notion de vulnérabilité, donc sur lesquelles on travaille. En géographie, on va parler de catastrophes naturelles, on va parler de crise, mais quand on parle de crise, eh bien, c'est souvent la dimension de gestion de crise. Comment on se prépare à la crise, comment on se prépare à la gestion de crise. Donc il y a une dimension un petit peu différente que peut-être dans d'autres disciplines, des approches sont un petit peu différentes sur ce point.
Donc, dans le cadre de notre travail sur les risques naturels, on a été amené à mener une étude exploratoire au Cambodge pendant 2 mois. Et cette étude exploratoire portait sur les risques hydroclimatiques qu'on a choisi de focaliser sur les inondations et les risques littoraux. Il y a d'autres risques comme la sécheresse qui est assez prégnante au Cambodge, mais on a focalisé notre étude sur ces 2 risques naturels qui sont l'objet de nos études par ailleurs. Et en travaillant sur cette problématique des risques naturels, on a été confronté à plusieurs éléments qu'on n'avait pas forcément anticipés ou qu'on avait anticipés en théorie, et qui est notamment le contexte territorial, qui va avoir une forte influence sur la gestion de ces problématiques, sur la gestion des risques notamment. Comment on prend en compte la gestion des risques dans un pays comme le Cambodge, avec un contexte territorial qu'il connaît, contexte notamment politique, on va y revenir, contexte économique, contexte social. Et pour revenir au sujet, on s'est rendu compte que finalement, si on prend l'histoire très récente du Cambodge sur 70 ans, eh bien, on a une imbrication de crises au Cambodge, des crises politiques, des crises économiques et sociales, et des crises naturelles, donc l'objet de notre étude, notre spécialité, et la focale sur laquelle on a visé notre recherche. On s'est donc intéressé aux dépendances et aux interdépendances dans la gestion des crises, avec, on l'avoue, plutôt un aspect conséquences négatives. Il peut y avoir des conséquences positives, mais là, sur les conséquences négatives, et notamment dans les retards et les blocages potentiels que pouvaient causer ces dépendances entre la gestion des différentes crises et l'imbrication de ces différentes crises. Et donc, je reviens sur cette part de subjectivité dans la notion de crise, avec quid de l'approche occidentale, puisqu'on s'est intéressé à ces risques et à ces catastrophes par rapport à un référentiel qu'on a, c'est-à-dire un nombre de morts ou un nombre de dollars de dégâts, un chiffre de dégâts. Et ce n'est pas forcément la perception que vont avoir les populations sur place, parce qu'il y a d'autres éléments qui vont entrer en ligne de compte. Et donc, l'imbrication des guerres et des crises au Cambodge, alors le petit dessin montre vraiment 2 choses, mais avec une approche totalement différente, qu'en fait, il y a des crises qui vont s'imbriquer à d'autres. Donc là, une crise naturelle qui s'imbrique à une guerre et à une crise politique. Et puis le contraire, c'est-à-dire que peut-être une crise naturelle, ça peut temporairement suspendre une guerre politique et peut-être redéfinir ensuite les contours. Donc on considère qu'au Cambodge, on a des crises multiples, imbriquées. Alors on l'a précisé, mais c'est vraiment une ébauche de frise synthétique qui est non exhaustive, qui est très simpliste, simplifiée. Évidemment, l'approche, et notamment l'approche historique, pourrait venir remplir de manière très conséquente, j'imagine, cette frise, mais c'était pour vraiment montrer la multiplicité et l'imbrication de ces crises. Donc des crises de différentes natures, comme vous pouvez le voir, des crises qu'on estime pas totalement terminées, en tout cas pour la crise politico-militaire, puisque même si la période de guerre au sens strict est terminée, on connaît encore l'instabilité politique au Cambodge, et on le verra, ça va influer sur nos problématiques de risques naturels. Évidemment, ce qui prend beaucoup de place ici, c'est la période des Khmers rouges, puisque dans les esprits, c'est ce qui a le plus marqué la population et c'est ce qui a le plus influencé notre étude sur les risques naturels. Donc il y a un lien entre la façon dont on a pu aborder les risques naturels et cette crise politico-militaire, cette guerre des Khmers rouges qui a duré à la fin des pendant les années 70. Les crises naturelles, vous le voyez sur cette frise, nous avons noté certains points, et avant 1990, on n'a aucune donnée. On va y revenir tout à l'heure plus en détail, mais on suppose qu'il y a eu des événements, mais les événements ne sont pas suffisamment documentés. Et on va revenir aussi sur comment on peut pointer ces crises naturelles de manière très précise ou pas. Un petit point sur le contexte naturel, contexte de risque naturel. Donc, on s'est focalisé, je vous l'ai dit, sur les inondations, les risques littoraux. On voit simplement à travers cette image Google Earth que le fleuve est un élément structurant du paysage. Et donc,
il est soumis à de fréquentes inondations. On a le lac du Tonlé Sap aussi, qui est lui aussi soumis fréquemment aux inondations. Pour vous donner un ordre d'idée, la hauteur du lac à certains endroits peut passer de 70 cm de hauteur à 9 mètres pendant la saison des pluies. Donc le climat du Cambodge a deux saisons, une saison sèche, une saison humide, et c'est pendant cette saison des pluies qu'on va avoir des précipitations très très élevées et des précipitations qui sont en majorité attendues par la population puisqu'ils sont bénéfiques pour la riziculture. Le Cambodge est un pays majoritairement agricole, on le verra tout à l'heure, seulement quelques zones urbaines vont y ressortir. Depuis une dizaine d'années, les inondations ne sont plus perçues seulement comme une opportunité, mais aussi comme un danger et des conséquences négatives. Par rapport aussi au transfert d'activités, notamment dans les zones urbanisées, transfert d'activités vers le secteur tertiaire, vers le secteur touristique, pour la ville de Siem Reap notamment, où se trouvent les temples d'Angkor. Un événement qui a été assez marquant, en tout cas d'un point de vue de ces critères de dégâts et de nombre de morts, sont les inondations de 2011, un exemple parmi d'autres, qui ont comptabilisé plus de 200 morts et qui ont causé des dégâts matériels et agricoles pour un montant environ de 600 millions de dollars. La frange littorale est aussi exposée aux vagues de tempêtes, aux houles cycloniques. La frange littorale, vous le voyez, n'est pas très grande au Cambodge, mais là encore, on a 3 grandes villes qui sont de plus en plus touristiques et où les projets d'aménagement sont florissants, croissants, et donc on a une densification des enjeux. Pour ce risque littoral, il n'y a pas d'événement marquant, répertorié, de mémoire d'homme ou dans les bases de données. Pourtant, on sait que des cyclones sont passés par là, et Tony en dira quelques mots tout à l'heure. Les risques d'inondation au Cambodge sont très souvent étudiés, mais ils sont évalués principalement du côté des communautés rurales et sous l'angle sanitaire, avec des conséquences économiques pour les communautés rurales et sous l'angle sanitaire. Les risques d'inondation sont marginalisés pour les espaces urbains et périurbains, et donc c'est cet objet d'étude qu'on a aussi choisi de développer. Quel risque pour les espaces urbains et périurbains, puisque dans cette définition, on y a mis une connotation négative, donc risque égale danger. On a un petit peu écarté pour l'instant le terme d'opportunité, mais on le développera certainement plus tard. Et les risques littoraux sont complètement délaissés, ne sont pas du tout évoqués, ni par les populations, ni par les institutions, ni par la presse. Donc on a choisi vraiment de s'intéresser aux espaces urbains et périurbains. Donc évidemment, en toute relativité, la population urbaine augmente, vous le voyez, peu à peu au Cambodge. C'est une croissance urbaine progressive, mais continue. Et même si le territoire est majoritairement agricole, il va y avoir des points de densification urbaine, à Phnom Penh notamment, Siem Reap, et sur le littoral, à Sihanoukville notamment. Pourquoi on s'intéresse à cette évolution de la population urbaine ? Parce que notre objet d'étude, c'est les zones urbaines et périurbaines, et surtout parce que cette urbanisation croissante, elle va densifier les enjeux. Et la définition assez simplifiée du risque en géographie, c'est qu'on a un aléa naturel, on a des enjeux qui représentent les biens, les personnes, et on a des vulnérabilités. Et on va avoir des enjeux exposés à cet aléa. Donc c'est une définition très simplifiée, mais donc en augmentant l'urbanisation des zones déjà urbanisées, on va augmenter une exposition des enjeux. Si on a 20 000 personnes exposées aux crues du Mékong et qu'on a 10 000 personnes en plus par an, on va augmenter les enjeux qui sont exposés. Donc c'est un objet d'étude très important pour nous et on va travailler sur ces évolutions. L'autre composante du risque, c'est la vulnérabilité, les vulnérabilités. Donc là encore, l'objet de la communication n'est pas de revenir sur ce terme, mais là encore, de manière très simplifiée, on peut avoir un reflet des vulnérabilités grâce à quelques indicateurs, des indicateurs socio-économiques, des indicateurs démographiques qui permettent de comparer un niveau de développement, alors au sens des définitions internationales évidemment, qui sont très critiquables, mais qui, je vous le disais, ont le mérite de pouvoir essayer de mettre une hiérarchie entre les pays.
Donc le Cambodge a un IDH, donc indice de développement humain, qui est très bas, qui le place au 143e rang des pays sur 188. Même si on le voit, hein, depuis 1990, l'IDH a augmenté. Donc on peut considérer que peut-être il y a une évolution, en tout cas, d'un point de vue de ces indicateurs socio-économiques. Les autres chiffres parlent d'eux-mêmes, je ne vais pas les détailler, mais simplement pour montrer que le Cambodge est vraiment dans une position de pays en développement et avec des caractéristiques socio-économiques difficiles qui vont participer à la vulnérabilité des territoires et des sociétés face au type d'aléas sur lesquels on travaille. Je laisse la parole à Tony. Merci. Alors, je poursuis. Donc, ce que ma collègue vient de vous exposer, c'est donc une densification des enjeux en zone urbaine, des facteurs de vulnérabilité actuels, mais aussi des facteurs de vulnérabilité qui sont plus anciens. Et c'est d'ailleurs cette première diapo qui va permettre d'insister sur ce poids, le poids de ces héritages politico-militaires qui ont été présentés par l'intermédiaire de cette frise chronologique, où on voit que ce soit guerre civile, le régime des Khmers rouges, et ensuite la succession à la guerre civile qui se poursuit dans les années 90 jusqu'aux accords de Paris à la fin des années 90, on voit que ce processus finalement de démocratisation, ou du moins de stabilité politique, est un processus qui est assez long, qui est assez lent, et processus qui va donc peser ensuite sur plusieurs thématiques, dont les stratégies de gestion des risques et des catastrophes naturelles. Alors ici, j'ai repris quelques éléments, notamment pour bien comprendre l'impact du poids historique sur la gestion actuelle des risques. Par exemple, concernant l'élimination des ennemis du peuple par le régime des Khmers rouges, donc entre 1975 et 1979, ce sont 2/3 des fonctionnaires et des policiers qui sont assassinés, 4/5 des officiers et la moitié des diplômés du supérieur. D'une manière générale, les cadres du pays sont éliminés sur une courte période, et cet événement-là, l'impact de cet événement va perdurer sur plusieurs années, plusieurs décennies, et encore aujourd'hui, quand on travaille donc au Cambodge, notamment sur les politiques de gestion des risques, on se rend compte que le renouvellement de ces forces vives, de ces cadres, est un processus lent. Alors c'est un processus qui est continu, il y a une véritable progression, mais c'est extrêmement lent, et cela va permettre de comprendre l'état actuel des politiques de gestion des risques et des catastrophes, qui n'est pas mauvais, mais dans lequel on peut encore apporter beaucoup d'améliorations. Toujours dans cette période donc d'instabilité politique, que ce soit pendant la guerre civile, pendant la période de Khmer rouge et après, on va avoir aussi donc cette destruction et l'abandon des infrastructures, de mesure et de surveillance des cours d'eau, de la météorologie. C'est-à-dire que tout ce qui va permettre d'acquérir de la donnée, de l'information, va disparaître temporairement, et il va falloir attendre finalement les années 90 pour que les premiers instruments, les premiers techniciens reviennent, soient formés, et que les premières données concernant le régime des cours d'eau, les événements météo, qu'on puisse obtenir une information quantitative. Cette information quantitative, pour nous, dans les stratégies de gestion des risques, est une information fondamentale. Parce que même si c'est une vision, je dirais, occidentale ou européocentrée, c'est à partir de ces événements marquants, donc une inondation majeure par exemple, un typhon, c'est à partir de ces événements marquants que l'on va établir toutes les stratégies de gestion des risques. C'est à partir donc de ces événements plus ou moins anciens que l'on peut bâtir cela. Et dans le cadre du Cambodge, on se rend compte que nous avons un hiatus, une absence de données qualitatives, quantitatives, pendant au moins 3 décennies. Donc ce trou dans les séries de données pèse encore aujourd'hui sur ces modes de gestion. Dans ces travaux que nous avons réalisés sur le Cambodge, on s'est donc intéressé à cette donnée
cette donnée qui est essentielle dans cette stratégie de gestion. Quel aléa de référence je vais choisir? Quel est l'événement marquant que je vais pouvoir utiliser, que ce soit pour les inondations ou les risques côtiers, donc typhon, submersion marine. Eh bien, dans ce premier travail d'analyse de données, on a utilisé les données issues des bases de MDAT, par exemple, des inventaires. On a aussi utilisé les données de l'ONG Open Development Cambodia, Relief Web. Bon, voilà, tout un travail de revue et d'analyse de la donnée mis en face de nous. Et là, on se rend compte qu'en fonction de ces bases de données, on n'obtient pas les mêmes informations. Donc là, déjà, premier problème sur la fiabilité de l'information, la fiabilité de la source. Si on regarde ce graphique, la seule concordance que l'on a quand on compare MDAT et des inventaires, ce sont donc des bases de données spécialisées dans les données issues des catastrophes naturelles et ces désastres et des catastrophes pour des inventaires et des dégâts, des dommages. La seule concordance qui est nette, c'est pour l'inondation de 2000. Ensuite, le tableau est assez frappant, on voit des disparités qui peuvent être assez importantes en fonction des bases de données. Donc, déjà, une question que l'on se pose, pourquoi une telle différence? Qu'est-ce qui peut expliquer cette différence? Donc, ce problème-là, pour l'inondation de 2000, on retrouve aussi pour le typhon Ketsana, qui est un typhon qui va traverser plusieurs pays en Asie du Sud-Est, dont la Thaïlande, le Vietnam et le Cambodge. C'est probablement l'événement cyclonique, le typhon majeur pour le Cambodge. J'ai mis ici 43 morts, 67 blessés, 55 000 personnes évacuées. Je crois qu'on a plus de 130 millions de dollars de dommages. Donc c'est quand même, s'il fallait prendre les critères MDAT, nous sommes dans une catastrophe. On a plus de 10 morts, on a plus de 100 blessés. On est bien dans cette configuration-là. Et pourtant, dans aucune base de données internationale et nationale, je pense que le Open Development Cambodia, c'est une ONG nationale, on ne retrouve pas d'informations sur ce typhon Ketsana. Donc là aussi, grande interrogation pour cette absence d'informations, pour un événement qui est marquant, un événement majeur qui, dans une stratégie de gestion du littoral, à proprement parler, eh bien, serait l'événement marquant. À partir de celui-là, on pourrait établir différents types de stratégies. Donc, on se rend compte, après ce long travail de recherche de données, de comparaison de données, eh bien, que les données ne sont pas toujours fiables. Il y a vraiment un problème de la fiabilité. Et le pourquoi, je n'ai pas nécessairement les réponses à apporter à ce pourquoi. Pourquoi j'ai une telle différence entre MDAT, des inventaires, Open Development Cambodia, Relief Web, etc. Voilà, il y a des éléments des questions qui restent sans réponse. Il faut bien l'avouer. Et puis, un autre élément qui est important, et Stéphanie l'a dit tout à l'heure, c'est l'absence de données concernant les événements marquants antérieurs à 1990. On retrouve dans la littérature une inondation en 1932, mais voilà, c'est balayé en une phrase. Et donc, on se retrouve, pour celui qui travaille dans la gestion des risques, on se retrouve face à un vide qui est pas évident du tout à combler, parce que quand on doit mettre en place des systèmes de prévention, de préparation aux risques et aux catastrophes naturelles, il faut établir une stratégie par rapport à des événements marquants. C'est une démarche, disons, a priori qui est nécessaire. Et là, eh bien, vous voyez bien que ce n'est pas évident du tout, en tout cas dans le cas du Cambodge. Et enfin, un autre point qui est aussi intéressant à souligner, c'est l'absence des petites catastrophes, des petits événements, comme on les appelle, ces événements qui font des dégâts, qui ne font pas nécessairement de mort, au sens strict et le critère utilisé par MDAT. Donc MDAT, par exemple, s'il n'y a pas 10 morts, s'il n'y a pas plus de 100 blessés, voilà, la petite catastrophe n'apparaît pas dans la base de données. Donc ça, c'est un véritable problème, parce que cette petite catastrophe, notamment si ce sont des événements récurrents, peuvent être encore plus impactantes qu'une catastrophe proprement dite. La catastrophe pour laquelle j'aurai l'aide internationale, voilà, j'aurai des fonds qui pourraient arriver. Donc c'est aussi tout le problème de ces événements secondaires. Secondaires,
ces petites catastrophes qui n'apparaissent pas dans les bases de données. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut aussi insister. Ce n'est pas propre au Cambodge, hein, c'est des éléments qu'on retrouve aussi dans d'autres États. Et finalement, par rapport à toutes ces interrogations, et en discutant d'ailleurs samedi matin avec notre collègue Bastien, merci, qui a travaillé aussi sur le Cambodge, et il me disait il y a une véritable politisation des données. D'ailleurs, j'ai repris le terme qu'il a utilisé, une politisation des données que l'on retrouve au sein du Cambodge, même d'une manière plus générale, le long du Mékong. Et cette politisation des données, il m'avait dit qu'il l'avait retrouvée aussi bien dans cette dynamique amont-aval, il l'avait retrouvée aussi entre les acteurs, entre les activités, même si le terme de politisation des données, finalement, c'est un terme très générique, on sent que derrière, il se passe quelque chose. Même si on a du mal à mettre des mots, on sent que par rapport aux données qui sont issues des bases de données, des inventaires, MDAT, et encore plus Open Development Commandia que nous avons rencontré, on sent quand même le poids du système, hein, le poids du parti qui pèse sur le contrôle des données. Quelles sont les données qui peuvent être diffusées et donc il y a toute une part finalement de subjectivité dans les données qui sont ici présentées, en tout cas les données que nous pouvons utiliser. Concrètement, pour les géographes des risques, ce choix donc délicat de l'aléa de référence, il est primordial. Il est primordial parce que toute la gestion, notamment en zone urbaine, hein, je répète bien que ici notre propos se situe sur les zones urbaines et périurbaines, si le choix de l'aléa va être déterminant pour ensuite se préparer. Ça peut être se préparer en édifiant des digues. Donc, si je mets en place des systèmes de protection lourds, quelle cote altitudinale? Quelle doit être la hauteur des digues pour faire face au coût du Mékong? Donc, il y a ce problème du choix qui va être déterminant, notamment ensuite pour la cote d'alerte. À partir de quelle cote altitudinale l'alerte est donnée? Donc, vous comprenez bien que ici, la connaissance de ces événements majeurs est déterminant hein, dans la construction des ouvrages, dans les systèmes d'alerte et aussi dans toute la cinématique de l'inondation. Quand je parle de cinématique, quelle est l'étendue de l'inondation? Est-ce que est-ce que tout Phnom Penh, par exemple, est inondé? Est-ce que ce sont uniquement les quartiers de bas-fond qui vont être inondés? Voilà, il y a toute la problématique autour de l'étendue de l'inondation et aussi toute l'intensité, les hauteurs d'eau. Qu'on soit inondé par 10 cm ou 2 mètres d'eau, c'est différent. Et cette information, elle n'existe pas. Il n'y a pas actuellement, il n'y a pas de stratégie de retour d'expérience sur ces espaces après une inondation. Donc, on est face à beaucoup d'interrogations, et d'ailleurs, on le voit hein, dans les stratégies qui sont conduites par le Royaume du Cambodge. Vous voyez, je vous ai mis actualisation difficile de l'aléa de référence. Donc, en 1994, ils choisissent un aléa de référence. À partir de cet aléa, donc, vont être construits différents types de digues, différents types de modes de protection. Sauf qu'arrive 96, qui est plus importante que 94. On revoit la copie, on met une cote d'alerte par rapport à 96. 2000 est une crue encore plus importante. On utilise 2000. Donc, vous voyez, à chaque fois, on se rend compte qu'il y a une sous-estimation des inondations. Il y a une méconnaissance et une sous-estimation des inondations qui nécessite à chaque fois cette actualisation. Sauf que les digues qui ont été construites dans les années 90, on n'a peut-être plus les moyens financiers pour ensuite les édifier à des hauteurs supérieures. Donc ça va être un réel problème par rapport à la gestion du risque inondation. Alors je mettais aussi voilà, comme exemple, sous-estimation de la cote d'alerte. Effectivement, la crue de 2000, on est à 1,62 m au-dessus de la cote d'alerte. Ce qui montre bien que les digues édifiées avant 2000, elles sont largement en dessous d'événements majeurs. Donc là, vous voyez que ce poids historique, finalement, a des répercussions aujourd'hui dans ces modes de protection. On est ici avec des équipements sous-dimensionnés. Enfin, un autre point aussi qu'il faut souligner, Stéphanie parlait tout à l'heure de la densification
densification urbaine, avec une exposition au risque d'inondation qui augmente. Et effectivement, par rapport à cette densification urbaine, on a aujourd'hui ce qu'on nomme en géographie, en géomorphologie, la survenance de crues rapides, de crues éclairs. Donc ce n'est pas la crue du Mékong qui est progressive en fonction des précipitations. Cette fois-ci, ce sont des cellules orageuses, plus ou moins localisées, et qui vont provoquer, un peu comme ça a évoqué ce matin Nancy, des précipitations. Impossible d'avoir une infiltration dans les sols parce que nous sommes sur des sols imperméabilisés, et en plus de toute façon, les vitesses de précipitation sont supérieures aux capacités d'infiltration. Donc on va avoir un ruissellement pluvial très important avec une inondation des quartiers, des rues, pendant plusieurs jours. Donc tout d'abord, il y a la crue éclair, donc ça se produit en quelques heures. On n'est pas du tout sur le même système que le Mékong, où il faut plusieurs jours, plusieurs semaines pour qu'il arrive ensuite à inonder. Là, nous sommes sur quelque chose d'extrêmement rapide. En quelques heures, un quartier, une ville peut être inondé. Donc ce n'est pas de la crue de débordement, c'est du ruissellement pluvial. Un point important qu'il faut souligner donc sur cette méconnaissance des crues rapides, c'est aussi le fait que les eaux ont du mal à évacuer. Une fois que la ville est inondée, il faut attendre plusieurs jours avant qu'il y ait une décrue dans la ville. Alors c'est tout un tas d'autres problèmes qui interviennent. On a discuté à l'Institut Pasteur au Cambodge, c'est par exemple toutes les maladies liées à la stagnation des eaux. Par exemple, toute la gestion des eaux usées, toute la gestion des eaux, des déchets par exemple, tout cela est bloqué. Nous sommes, je vous rappelle, si on est sur Phnom Penh par exemple, nous sommes sur un delta, donc une zone extrêmement plane, ce qui fait que l'écoulement par gravité est ralenti, et on va avoir une inondation qui peut durer plusieurs jours avec des problèmes sanitaires, des crises éventuellement de choléra qui peuvent survenir. Alors toujours dans cette approche donc, des risques, nous sommes donc sur un état, je dirais, assez classique, ce que la France est aussi par rapport à sa structuration, avec une approche dite top-down. C'est-à-dire que les décisions viennent plutôt du sommet de l'État et ensuite percolent vers la base. Donc une approche dite top-down, aléa centrée. C'est-à-dire que là, on n'est pas trop sur des aspects préventifs, on est plutôt sur le contrôle et la maîtrise de l'aléa. On va essayer de contenir les eaux. Donc plutôt sous cette forme donc, dite aléa centrée et techniciste. Donc là, c'est l'ingénierie lourde de l'enrochement, de la digue. Donc on n'est pas du tout sur des concepts de prévention au risque. On est plutôt sur de la protection. Donc ça, c'est un élément important qui est aussi lié à cet héritage, je dirais, un peu techniciste. Alors, quelques exemples, quelques photographies. Par exemple, ici à Siem Reap, un peu plus au nord, après inondation, inondation après une petite averse à Siem Reap. Donc ça, c'est vraiment le quotidien pendant la saison des pluies. On va avoir des rues, des quartiers totalement inondés pendant plusieurs heures, par plusieurs jours, juste après un petit orage, une petite cellule orageuse. Donc, il y a aussi une forme d'acceptation de la population. Alors, résignation, acceptation, là, je ne sais pas trop où on met le curseur, mais on voit qu'ici, surtout, on a un système d'évacuation des eaux pluviales qui est totalement inefficace. Inefficace, sous-dimensionné, vétuste. Il y a un gros travail qui est réalisé dans ces villes, je pense à Battambang par exemple, Siem Reap, Phnom Penh. Il y a un gros travail qui est réalisé pour rénover ces réseaux d'évacuation, mais il y a un retard qui est quand même assez important. Toujours dans cette approche un peu techniciste, vous avez canaux de dérivation des eaux. On pourrait dire un petit canal de dérivation, mais en fait, là aussi, c'est un moment de crise, si je puis dire. En 2011, vous avez des inondations qui se produisent à Siem Reap, donc ce sont la ville à proximité des temples d'Angkor, avec des touristes, avec une quantité de touristes assez importante. Et donc en 2011, vous avez une gestion de crise. Inondation. Le temple de Angkor Thom est inondé. Et là, c'est l'armée qui doit intervenir pour élitreiller à peu près 180 touristes. Donc cet élitreillage,
on est vraiment dans une gestion de crise, va ensuite produire toute une stratégie future du risque inondation. Et c'est notamment la manière de gérer le risque dans ce secteur va être la création d'un canal de dérivation des eaux. Donc c'est quand même, un programme, un aménagement très important. On va dévier les eaux d'un cours d'eau pour éviter qu'un complexe touristique ne soit inondé. Sauf qu'en aval, on va inonder des personnes qui auparavant n'étaient pas inondées. Donc il y a aussi des aspects positifs par rapport au système économique, effectivement. Voilà, les touristes peuvent toujours venir sur ces sites. En revanche, des aspects négatifs, on transfère le problème dans d'autres communautés rurales. Donc voilà, c'est vraiment ce genre d'exemple où on a cette approche, je dirais, un peu au coup par coup, en fonction d'un événement. Alors, je vais aller un tout petit peu plus vite, j'ai l'impression. Par rapport à toutes ces stratégies, d'un point de vue géographique, ce qui va être intéressant de soulever ici, ce sont donc de nouvelles territorialités au risque urbain, avec par exemple les hypercentres plutôt bien protégés. Alors, je dis bien plutôt parce que pour nous, géographes, même s'il y a des digues, c'est un faux sentiment de sécurité, mais par rapport à la population, il y a ces systèmes de digues qui existent. Donc, des hypercentres plutôt riches, plutôt bien protégés, et une périphérie avec des quartiers plus ou moins informels, moins protégés, plus vulnérables. Et on le voit à travers ces exemples. Le quartier de Copic, qui est un quartier, je dirais, nouveau quartier riche, avec des digues très importantes, en dur et résistantes, et en bon état, alors que juste à côté, vous voyez ici c'est Copic, cette petite île donc, totalement urbanisée, et juste à côté, l'extension des quartiers plutôt pauvres, plus informels, avec des digues faites de matériaux de récupération. Alors ce sont des levées de terre, mais ensuite qu'on va consolider avec soit des détritus, avec tout ce qui passe sous la main. Donc ça donne une sorte de ségrégation spatiale, ségrégation spatiale par rapport à un risque d'inondation qui est, vous le voyez, plus important pour des personnes exposées comme ici, dans ce quartier de Kingsway. Voilà, quelques mesures, quelques aspects aussi positifs. Tout n'est pas à charge, sûrement pas, mais on voit aussi de nouvelles stratégies qui émergent, comme les mesures de mitigation. C'est-à-dire que là, on met en place des mesures pour être moins vulnérables. On est toujours autant exposé, mais peut-être moins vulnérable aux inondations. Donc, maisons sur pilotis, par exemple, qui se développent dans certains quartiers. Voilà. Et je terminerai, avant de donner la parole de nouveau à Stéphanie, sur... on peut changer d'échelle spatiale, d'échelle temporelle. Et ici, par rapport à la gestion de ce risque, inondation, vous avez par exemple le poids des ONG qui va être très important. Il y a toujours le National Disaster Center qui est important dans la structuration de la gestion du risque au Cambodge. Mais ensuite, vous avez tout un tas de satellites et d'ONG qui vont participer à la réduction des impacts des catastrophes, des effets des inondations, notamment. Par exemple, ici, ce qui est développé depuis 2016, c'est une application. On reçoit une application s'il y a une inondation assez proche qui doit arriver. Donc là, c'est à l'échelle plutôt du village, ou à l'échelle du quartier. C'est vraiment à petite échelle que cette ONG intervient, People in Need, donc avec un système directement par smartphone où on reçoit une alerte de façon à se mettre en sécurité. Enfin, ce qui est important aussi peut-être de dire, c'est que la conjoncture, on voit que tout à l'heure Stéphanie parlait de crises imbriquées et successives, on voit que depuis 2016, le contexte politique se durcit de nouveau. Assassinat par exemple du chef de l'opposition en 2016, et puis maintenant le Premier ministre qui a des ambitions dynastiques, et qui commence à évincer certaines ONG, radio américaines, ONG américaines. Donc voilà, on a malheureusement un contexte politique qui se durcit, et même si on a l'impression que cette notion de crise peut s'atténuer dans le temps, d'autres événements, que ce soit des catastrophes naturelles ou finalement des contextes politiques, ça remet en mouvement cette notion de crise. Je te laisse. Donc juste pour terminer, je reprends un petit peu pour faire une transition entre ce que Tony vient de dire,
pour ensuite conclure, on s'est rendu compte qu'évidemment, on était dans un système de gouvernance difficile, exacerbé par la répétition des événements, exacerbé par des crises politiques, un contexte socio-économique difficile. Et malgré tout, on sent qu'il y a des avancées, notamment avec une relative stabilité politique depuis les années 90, relative stabilité politique surtout sur la question des risques. C'est-à-dire que voilà, il y a d'autres facteurs politiques qui sont très compliqués, mais on s'est redirigé vers la question des risques naturels, on les a un petit peu institutionnalisés, avec notamment en 1995 la création du NCDM, donc le Centre national des catastrophes naturelles. Et on a essayé de recentrer un peu l'autorité et le pouvoir de gestion des risques naturels au Royaume du Cambodge. Alors, le problème, c'est que le NCDM avait des objectifs de préparation à la crise, préparation à la gestion de crise, des objectifs de prévention pour sortir un petit peu justement de cette démarche aléa-centrée. Et finalement, les appuis politiques et les appuis financiers, surtout, n'ont pas forcément suivi. Donc, il y a toujours ce besoin, 15 ans, 20 ans après, d'avoir cette aide externalisée, comme le disait Tony, avec les ONG notamment. Alors c'est pas pour faire du prosélytisme d'ONG, c'est simplement pour vous montrer que la plus grande ONG qui prend le relais, c'est la Croix-Rouge cambodgienne, alors que le NCDM a été créé pour remplacer la Croix-Rouge cambodgienne, évidemment, et donc finalement dans les faits ça n'a pas tellement fonctionné, et puis d'autres organisations, d'autres ONG qui vont intervenir de manière plus locale, dans certaines provinces, et puis sur certains sujets. D'accord ? Donc là encore, on fait des choix. Donc, on parlait d'arbitrage ce matin et la semaine dernière. Là, on est dans des arbitrages, clairement, en termes de territoire à étudier et en termes de sujets à développer. Parallèlement à ces ONG, on a d'autres organismes internationaux, donc le Mekong River Commission, qui est un organisme intergouvernemental avec le Laos, la Thaïlande, le Vietnam et le Cambodge. Là aussi, on essaie donc de répertorier les données, de recréer des séries longues. Le problème, c'est l'échelle d'intervention, c'est à l'échelle régionale, à l'échelle de la province, et c'est surtout sur les crues du Mekong. Et en fait, il n'y a pas que le Mekong qui déborde, il y a tous les affluents, mais aussi au nord du Tonlé Sap, avec la rivière Siem Reap notamment. Donc, d'autres organismes internationaux comme le JICA, qui est un organisme de coopération internationale japonais, et qui va se préoccuper justement des problématiques de réseau d'assainissement, de réseau d'évacuation des eaux. Là encore, ça pose le problème donc des aides externalisées, puisque ça pose le problème de la multiplicité des acteurs, ça pose le problème d'une superposition où on ne sait plus très bien qui fait quoi, où, comment et pour combien de temps. On va avoir un projet, par exemple, financé pour une des ONG ou pour une coopération internationale, et on vous donne un budget sur 4 ans. Donc, vous allez développer des mesures sur 4 ans. Puis après, il se passe quoi ? On ne sait pas. Donc, il y a vraiment toute cette problématique aussi du suivi et de la temporalité qui est importante. Pour terminer, quelques éléments de conclusion. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit depuis le début, mais on est donc dans cette imbrication et cette multiplicité des crises de différentes natures, sur différentes temporalités, à différentes échelles spatiales aussi, donc toutes nos approches en géographie. Et finalement, on est dans des contextes vulnérables, intégrés à une stratégie internationale de réduction des risques. Et en fait, il y a vraiment une distinction à faire entre l'approche pays en développement, l'approche pays développé. Dans les pays développés, en théorie, on essaie de développer une gestion concertée, intégrée des risques naturels. Je dis bien en théorie, évidemment, ça ne se passe pas toujours comme ça, évidemment. Dans les pays en développement, on essaie de savoir quelles sont les mesures les plus pertinentes pour se protéger au coup par coup. Donc, c'est des généralités, évidemment, on peut avoir du cas par cas, mais c'est pour globaliser un petit peu. Et donc, les pays en développement sont, de fait, intégrés à une stratégie internationale de réduction des risques. Je parle des objectifs de développement durable, de la conférence de Hyogo en 2005, conférence de Sendai en 2015 qui a été évoquée par Fanny ce matin. Et dans cette dernière conférence donc, de Sendai en 2005, qui a pour but de réduire les risques de catastrophe, eh bien, on attire le fait qu'il faut
apporter une attention particulière aux pays en développement en renforçant la coopération internationale. C'est-à-dire que ce que je vous montrais sur la diapo d'avant, où on essaie d'institutionnaliser à échelle nationale la réduction des conséquences des risques et des catastrophes naturelles, ben là on dit non, il faut une coopération internationale. On est aussi dans cette perspective internationale avec les perspectives du changement climatique. C'est-à-dire qu'il y a des incitations et il y a des déblocages qui vont peut-être pouvoir se faire grâce, entre guillemets, à cette perspective du changement climatique où on oblige tous les pays à prendre en compte cette difficulté à venir. On peut se poser la question de gouvernance. Est-ce que c'est de la gouvernance ou est-ce que c'est de l'ingérence? On peut vraiment se poser la question comment en fait on essaie de placer le curseur au bon endroit. Les stratégies de prévention, donc, ce sont soit l'initiative des organisations internationales, donc des projets financés, qui vont souvent arriver, comme nous peut-être on a pu avoir cette approche a priori, avec des stratégies de réduction des risques adaptées aux pays développés, mais pas forcément adaptées aux pays en développement. Donc on peut se poser la question, est-ce que ces protocoles ne sont pas contre-productifs? Est-ce qu'ils ne peuvent pas déconstruire tout un système qui existe déjà, peut-être au niveau citoyen, pas au niveau institutionnel, mais au niveau citoyen? On a des pratiques qui sont peut-être pas adaptées. On avait vu donc une ONG qui proposait d'apprendre à nager aux enfants pour pouvoir survivre à une inondation. Voilà, il faut se poser un petit peu plus de questions sur l'adaptation et sur l'adéquation de cette mesure par rapport au risque d'inondation. Et donc on reste sur cette vision occidentale de la catastrophe et aussi de la considération des petits événements. Donc on va toujours se préoccuper d'un événement majeur, d'une catastrophe majeure, et on va moins se préoccuper d'un petit événement qui, comme le disait Tony tout à l'heure, finalement va encore fragiliser ou accentuer l'état déjà fragile d'un territoire. On s'est rendu compte aussi très vite qu'il y avait d'autres priorités que les risques naturels. Nous, c'est notre approche, c'est notre étude, ça nous intéresse, donc on va travailler sur ce sujet. Et on se rend compte en fait qu'en arrivant sur le terrain, il y a d'autres priorités sanitaires, priorités d'éducation, priorités économiques, mais aussi des priorités politiques, asseoir son autorité politique notamment. Et donc en discutant avec certains interlocuteurs sur le terrain, qui nous disaient que la rage est une préoccupation plus importante pour le gouvernement cambodgien que les inondations, puisque on a environ 800 morts par an, que la sécurité routière a causé 2300 morts en 2015, beaucoup plus que les inondations. Donc finalement, les risques naturels hydroclimatiques vont être relayés un petit peu au second plan. Et puis enfin, la difficulté qu'on a eu à travailler aussi sur ce terrain, c'est l'absence d'événements marquants et de données. Donc ça révèle toutes les difficultés des approches a priori d'anticipation. Quelle implication des politiques, des citoyens, quand on n'a pas d'événements marquants? Alors là, c'est pas uniquement pour le Cambodge, on va retrouver exactement les mêmes problématiques en France méditerranéenne, par exemple, mais on a un manque d'implication réelle, puisqu'on mesure peut-être pas toutes les conséquences possibles. Le pays, on peut considérer que les crises ponctuelles, naturelles, sont finies, mais qu'il est encore en reconstruction par rapport à ces problématiques de risque. Reconstruction des séries longues, formation des cadres. Par exemple, Tony disait tout à l'heure que les cadres sont en train d'être formés. Il n'y a pas de statut de chercheur à l'université au Cambodge, donc les enseignants sont des enseignants et pas des enseignants-chercheurs comme on peut l'être en France. Et donc, ça pose des questions puisque certains enseignants sont très intéressés pour faire de la recherche, notamment sur les risques naturels, mais leur salaire ne va pas augmenter. Et donc, prendre du temps alors qu'on a besoin plutôt d'argent, on ne va pas forcément s'investir. Et donc, ça refait le lien avec ce contexte politico-économique qui va freiner les capacités, la volonté d'investissement sur ces sujets. Et donc, finalement, si on veut travailler avec des approches a posteriori, il faut un événement marquant et il faut aussi du temps. C'est-à-dire que pour travailler sur ces séries longues, il faut continuer à travailler pendant plusieurs décennies sur ce territoire. Pour terminer, et pour revenir un petit peu à la sortie de crise, on s'est posé la question, donc on termine avec des questions, sur quels critères on estime qu'on est sorti de la crise. En sachant que les critères vont être différents et dépendants en fonction des acteurs.
en fonction des échelles spatiales, en fonction des temporalités, en fonction du contexte territorial. Et donc, sur quels critères? Est-ce qu'il y a une inondation une fois que j'ai plus d'eau dans ma maison? Est-ce que c'est là que la crise se termine? Ou est-ce que c'est une fois que j'ai repris une vie normale? Et puis, qu'est-ce que c'est une vie normale? Est-ce qu'elle sera pareille qu'avant, etc., etc. Donc, voilà, on voulait vraiment terminer sur des questions, sur ce questionnement, c'est-à-dire que on parle de sortie de guerre, de sortie de crise, mais sur quels critères on peut décider que, ça y est, on est sorti de la crise? Merci beaucoup.